Dans cette sixième et dernière partie sur le temps et la Terre, on va mettre en pratique ce qu'on a appris des datations absolues ou radiochronologie pour calculer l'âge de notre planète. L'âge de la Terre, c'est le moment où elle s'est différenciée en croûte, manteau et noyau, après un épisode de fusion totale dont je vous parlerai plus tard. C'est donc un âge qui est plus ancien que celui des plus vieilles roches connues à la surface de la planète. Cette recherche de l'âge de notre planète est une vraie quête qui a débuté il y a longtemps et qui a compté de multiples étapes. Je vais vous en citer trois. La première méthode qui a été utilisée, c'est la vitesse de dépôt des sédiments dans des bassins lacustres, marins, mais cette méthode a donné des âges beaucoup trop faibles, de l'ordre de 20 millions d'années, à cause des arrêts de sédimentation, on a parlé, des discontinuités dans les dépôts géologiques, des phénomènes d'érosion et également du métamorphisme qui a transformé une grande quantité de roches sédimentaires en roches métamorphiques. Sur les photos, à gauche, il s'agit de la carrière de Tontlange où on voit deux types de dépôts différents qui se succèdent. En bas, une alternance de grès et de sable et au-dessus, des calcaires et des marnes. Deux types de dépôts signifient évidemment deux vitesses de sédimentation différentes dont il faut tenir compte. Et dans la baie du Mont-Saint-Michel, à droite, on voit une succession de lamines, de minces dépôts, le problème étant bien sûr d'identifier cette succession, est-ce qu'elle est liée à des phénomènes annuels ou à des phénomènes de marée. Ça illustre toute la difficulté de travailler à partir de la vitesse de dépôt des sédiments. Un deuxième exemple de cette quête de l'âge de notre planète, c'est l'utilisation de l'augmentation de la salinité des océans par l'apport en sel des rivières, en partant bien sûr d'un océan d'eau douce. Cette méthode donne également un âge qui est beaucoup trop court, de l'ordre de 90 millions d'années, parce qu'elle ne tient pas compte de la précipitation continuelle d'évaporite au cours de l'histoire de la Terre et donc de la soustraction de ce sel à partir de l'eau des océans. Le troisième exemple de cette quête, c'est l'utilisation de la vitesse de refroidissement de la Terre en partant d'une Terre en fusion. Soit à partir de la température de fusion d'une sphère de métal, comme Buffon au XVIIIe siècle, ce qui donne 75 000 ans, soit en partant de la température de fusion des roches, comme Lord Kelvin au XIXe, début du XXe siècle, ce qui donne une valeur d'à peu près 20 millions d'années. Alors ça reste beaucoup trop court. Pourquoi? Eh bien parce que ça ignore la chaleur produite par la désintégration radioactive dans le manteau qui maintient une certaine température à l'intérieur de notre planète. Comment y est-on arrivé finalement? Eh bien en utilisant la méthode radiométrique à partir des isotopes du plomb. Alors on connaît déjà l'isotope 206, l'isotope 207 et l'isotope 208, mais il y a un quatrième isotope du plomb qui n'est pas radiogénique, donc qui ne vient pas de la désintégration de l'uranium ou du thorium. Ce plomb non radiogénique est appelé plomb primordial. Et donc, très logiquement, la quantité de plomb primordial ne change pas au cours du temps, tandis que celle des isotopes radiogéniques du plomb va s'accroître au cours de l'histoire de la Terre. Au moment de la formation de la Terre, on peut supposer que seul le plomb primordial, le plomb 204, était présent. Comment a-t-on fait en pratique? En fait, on a étudié les rapports isotopiques du plomb actuel, donc plomb 204 versus les isotopes radiogéniques, présents dans les sédiments des fonds marins, en adoptant comme teneur originelle
celle des météorites ferreuses, qui sont pauvres en uranium et thorium et dont l'âge est très ancien. Elles sont aussi anciennes que le système solaire. En tenant compte de ces données, l'âge de la Terre est de l'ordre de 4,570 milliards d'années. D'autres méthodes de datation existent. Il y a notamment l'utilisation des cycles astronomiques ou cycles de Milankovitch. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Ces cycles sont liés à des variations de l'excentricité de l'orbite de notre planète autour du Soleil. Ça nous donne des cycles de 400 000 et de 100 000 ans. On a un deuxième cycle qui correspond à des variations dans l'obliquité de l'axe de rotation de notre planète entre 25 et 22 degrés avec des cycles de l'ordre de 40 000 ans. Et le dernier des cycles astronomiques, c'est la précession de l'axe de rotation de notre planète avec des cycles de l'ordre de 20 000 ans. Bien sûr, une fois que ces cycles sont identifiés, ça donne un calage temporel qui est extrêmement précis. Toute la question, bien sûr, dans l'utilisation des cycles astronomiques, c'est la façon dont ces cycles sont enregistrés dans les sédiments. On voit dans cette carrière apparaître une belle cyclicité à plusieurs échelles. La réponse, c'est que les variations des paramètres orbitaux de notre planète résultent en des variations dans la quantité de chaleur que reçoit la Terre et notamment cette quantité de chaleur va influencer la prise de glace et le niveau des océans. Et ce niveau des océans va faire évoluer de manière cyclique les milieux, les paléo-environnements, et donc ce sera enregistré par les différents types de dépôts. D'autres méthodes de datation encore, plus spécifiques, par exemple les inversions magnétiques, on en a déjà un peu parlé quand je vous ai parlé de la dynamique au sein du noyau terrestre, et toute une série d'enregistrements de phénomènes saisonniers, comme les anneaux de croissance des arbres, on parle dendrochronologie, et aussi des stries de croissance dans des fossiles, par exemple des coraux. Enfin, on peut utiliser également les sédiments rythmiques, comme ceux qui sont illustrés en bas à droite. Le problème dans l'utilisation de ces rythmes, c'est d'identifier le mécanisme. Est-ce que chaque dépôt est lié à une marée, à une saison, à une année, à plusieurs années? C'est évidemment indispensable, sinon on fait de grosses erreurs sur la chronologie. Nous voilà au bout de ce chapitre sur le temps en géologie, un temps long, et on est prêt maintenant à entamer la toute dernière partie de ce voyage dans les sciences de la Terre. C'est un chapitre qui est consacré à l'histoire de notre planète. Je l'appelle une brève histoire de la Terre parce qu'on va aller très vite, on fait à peu près du 600 000 ans par seconde. Dans ce chapitre, on va partir de la formation de la Terre et on va arriver jusqu'à l'époque actuelle. Chaque fois qu'on va passer une période importante, je vais essayer de vous montrer des roches qui correspondent à ce moment particulier dans l'histoire de la Terre sur le terrain. Voilà, suivez-moi maintenant.